Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Ambiance électrique à l'Assemblée sur la question des Roms qui déchire la majorité. Vivement interpellé par l'opposition, Jean-Marc Ayrault renvoie la droite à ses propres dissensions et définit la ligne du gouvernement, estimant que l'intégration des Roms est possible si les lois sont respectées. Des propos très éloignés de ceux de Manuel Valls, extrait dans ce journal. Et après la polémique sur les Roms, l'UMP tente de faire monter la pression sur la réforme des rythmes scolaires. Intenable sur le plan financier, fatigante pour les enfants, l'opposition tente par ses arguments de démonter le projet du gouvernement en lançant une pétition nationale, faisant ainsi feu de tout bois avant les municipales. Et justement, à quelques mois de ces élections, de plus en plus d'élus de la majorité craignent un vote sanction. Les sujets polémiques et d'insatisfaction ne manquent pas. Au hit-parade de la grogne, le chômage, la fiscalité et le travail du dimanche, les retours du terrain font état d'un mécontentement grandissant. Alors comment les socialistes tentent d'y remédier et qui va en profiter? Ce sont les thèmes de notre grand débat du mardi soir, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Et on prend tout de suite la direction des États-Unis. Barack Obama dénonce une croisade idéologique et accuse les républicains de tenir en otage l'économie après la fermeture partielle des services publics provoquée par l'absence de compromis au Congrès sur le budget. On voit tout cela avec François Goulin. Des hôpitaux qui refusent des malades, des musées fermés. Voilà ce que signifie « the shutdown » que titrent les journaux américains. La fermeture de l'essentiel des services de l'État fédéral américain. Dans la nuit, 800 000 fonctionnaires ont reçu un mail « Vous êtes en congé forcé pour une durée indéterminée ». La raison de cette paralysie, le budget 2014 a été rejeté au Sénat par les démocrates. Il prévoyait de reporter d'1 an la réforme de la santé, l'Obamacare, emblématique du précédent mandat du président américain. Elle entre en vigueur aujourd'hui, justement. Les Républicains ont fait fermer les services de l'État à cause d'une croisade idéologique afin d'empêcher des millions d'Américains d'avoir accès à une assurance maladie abordable. En d'autres termes, ils demandent une rançon en prétextant qu'ils font leur travail. La loi est en place, elle est ici pour durer. Cette crise politique coûte plus d'1 milliard de dollars par jour à l'État et pourrait pénaliser la croissance américaine. Les parlementaires vont devoir trouver un accord car un autre sujet bien plus épineux va être voté le 17 octobre prochain, le plafond de la dette. Si là encore aucun compromis n'est trouvé, les États-Unis se retrouveraient cette fois en défaut de paiement. Et retour en France avec une ambiance électrique à l'Assemblée nationale sur la question des Roms. Vivement interpellé par l'opposition, Jean-Marc Ayrault renvoie la majorité à ses propres dissensions et définit la ligne du gouvernement, estimant que l'intégration des Roms est possible s'il y a respect des lois. Des propos très éloignés de ceux de son ministre de l'Intérieur. L'explication entre tous et toutes aura sans doute lieu demain en Conseil des ministres. Ambiance, on voit tout cela avec Florence Gando. Journée sous haute tension à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a été vivement interpellé par l'opposition et notamment par le patron des députés UMP, Christian Jacob. On l'a vu sur la question des Roms. Madame Duflot ne s'est pas seulement payé Monsieur Valls, elle a bafoué votre autorité, elle a humilié le président de la République. Monsieur le Premier ministre, nous ne supportons plus que vous soyez le simple notaire d'un contrat de mariage entre le PS et les Verts. C'est sur le même ton que le Premier ministre a renvoyé le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale aux dissensions au sein même de l'UMP. Vous devriez réfléchir avant de parler et surtout commencer à balayer devant votre porte pour le triste bilan qui est le vôtre, l'affaiblissement de la France auquel vous avez conduit. Et en plus, vous vous donnez en spectacle. Sur le dossier des Roms, Jean-Marc Ayrault a toutefois tenté de calmer le jeu et clairement pris position devant les députés. L'intégration est possible quand on respecte les lois de la République. Le devoir des hommes d'État, c'est d'avancer concrètement les solutions, de faire progresser, de ne pas mettre les uns contre les autres, de régler les problèmes. Alors j'appelle tout le monde au sang-froid. Des propos très éloignés de ceux tenus par son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui avait estimé que seule une minorité des Roms cherche à s'intégrer. Sans aucun doute,
L'ambiance sera tendue lors du Conseil des ministres, au cours duquel François Hollande devra rapprocher deux lignes difficilement conciliables. Et la cacophonie continue ce soir puisque sur notre antenne, François Rebsamen estime quant à lui qu'une grande majorité des Roms ne veut pas s'insérer. Le patron des sénateurs socialistes juge fondée l'action de Manuel Valls quand il démantèle des campements de Roms qui sont dans l'illégalité. On l'écoute. Manuel Valls, il n'est pas chargé de l'insertion des populations immigrées. Il est chargé de faire appliquer la loi républicaine quand il y a égalité de campements roms. Tous les matins, il y a des maires qui l'appellent pour lui demander de démanteler des campements roms. Donc il le fait dans la mesure des possibilités quand on en a une décision de justice et qu'il applique la décision de justice. Donc quand il le fait dans le cadre de la loi républicaine avec fermeté et humanité, moi je soutiens totalement Manuel Valls. Mais je dis que quand des familles roms souhaitent s'insérer dans notre pays, on doit les aider à l'insertion. Et vous pourrez suivre l'intégralité de l'interview de François Rebsamen juste après ce journal dans l'émission Preuve par 3. Et justement, toujours sur cette question des Roms, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, les chiffres du chômage, le débat sur le travail le dimanche ou encore la fiscalité, eh bien le gouvernement se prend souvent les pieds dans le tapis, brouillant ainsi son message, sa politique en éclipsant par des déclarations polémiques ou contradictoires les rares bonnes nouvelles sur le front économique. Les détails avec François Goulin. Une rentrée mitigée pour le gouvernement. Chaque bonne nouvelle est d'emblée chassée par une mauvaise. D'abord, le petit rebond de la croissance pendant l'été, annihilé par les cafouillages des ministres sur la fameuse pause fiscale promise par François Hollande. La pause fiscale, elle a lieu maintenant, elle commence maintenant, elle se poursuivra en 2015. Voilà le discours officiel, mais à Bercy, il y a également Bernard Cazeneuve pour qui la pause fiscale durera jusqu'en 2017. Matignon dément, recadre, mais le mal est fait. Les chiffres du chômage, ensuite, ils sont plutôt bons. 50 000 demandeurs d'emploi en moins au mois d'août. Il y a donc plus d'activité et plus d'emplois. C'est le signal le plus important dans ces chiffres. 5 jours plus tard, c'est le désarroi. Il y a erreur dans les chiffres qu'il faut diviser par 2. Les retraites sont également au cœur du débat. La faible mobilisation contre la nouvelle réforme est accueillie par le gouvernement comme un succès. Un certain nombre d'organisations syndicales marquent leur satisfaction devant les avancées qui ont été réalisées. Mais à peine le temps de s'en féliciter qu'une réforme chasse l'autre, celle des rythmes scolaires, entrée en action au début du mois et qui recueille un flot de critiques. On sent que ce n'est pas du tout préparé, que ça a été fait à la va-vite. Rien n'est cadré, ni les activités des élèves, ni les activités des personnels. Enfin, ce devait être l'événement de cette fin de mois, François Hollande de retour à Florange. L'heure du bilan et des annonces, les syndicats sont satisfaits, mais l'événement est vite éclipsé par la polémique sur les Roms. Manuel Valls estime qu'ils ne veulent pas s'intégrer, Cécile Duflot s'étrangle d'indignation et en appelle au chef de l'État. Silence à l'Élysée, vite, passons au mois d'octobre. Dans l'actualité aujourd'hui, Aurélie Filippetti défend sa réforme de l'audiovisuel au Sénat. Alors au cœur du texte, le renforcement des pouvoirs du CSA qui pourra autoriser le passage de chaînes du payant au gratuit. Le projet inclut aussi la nomination des patrons de l'audiovisuel public par cette instance. La ministre de la Culture y voit une marque de transparence. On parle de tout cela dans un instant avec Perrine Ternot pour le décryptage politique. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Flora Sauvage. Un CSA renforcé. Le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public place le Conseil supérieur de l'audiovisuel au cœur du dispositif. Première nouveauté, les présidents de France Télévisions, Radio France et France Média Monde seront nommés pour 5 ans par le CSA et non plus par le président de la République. Autre changement, ce sera au CSA de décider du passage d'une chaîne payante à la TNT gratuite sans appel d'offres. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, l'a rappelé devant les sénateurs. Les députés ont souhaité accroître la responsabilité du CSA en renforçant le rôle de l'instance dans l'organisation du marché de la TNT. Et en effet, le texte issu de l'Assemblée nationale permet au CSA
d'autoriser donc le changement du mode de financement des services de communication audiovisuelle hertziens. Enfin, le projet de loi prévoit de réduire de 9 à 7 les membres du CSA et de modifier leur mode de nomination. Le président de la République ne nommera plus que le président de l'instance et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat désigneront chacun 3 membres après avis conforme d'une majorité des 3/5 des commissions des affaires culturelles. On avait proposé à l'époque, l'UMP avait dit non à tout prix, que ce soit les 3/5 positifs des commissions de l'Assemblée et du Sénat qui donnent un avis sur la nomination des membres du CSA et donc qui assurent cette indépendance. Au final, ce projet de loi détricote point par point les mesures adoptées par le gouvernement précédent. Si le texte est voté en l'état d'ici à demain soir, le CSA devrait en ressortir comme l'acteur clé de l'audiovisuel public. Et analyse politique sur cette réforme de l'audiovisuel, c'est avec Perrine Tarnaud. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Alors revenir sur le pouvoir de nomination des présidents de l'audiovisuel public, c'était un engagement de campagne de François Hollande. Oui, alors petit retour en arrière, en 2009, c'était Nicolas Sarkozy qui d'abord avait voulu mettre fin à une hypocrisie, la nomination par une autorité indépendante des présidents de l'audiovisuel public. Alors selon l'ancien chef de l'État, eh bien cette autorité n'avait d'indépendante que le nom, elle était elle-même nommée par le pouvoir politique. Donc désormais, aujourd'hui, avec le projet de loi du gouvernement voté en juillet par l'Assemblée, examiné cette semaine par le Sénat, les présidents de radio et de télévision publique seront donc nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais un CSA qui gagne en indépendance selon le gouvernement, puisque seul son président sera nommé par le chef de l'État. Les 6 autres membres, comme on vient de voir dans le sujet, seront désignés par les commissions de la culture de l'Assemblée et du Sénat. Des nominations entérinées à une majorité des 3/5. Et Perrine, sur le papier, l'indépendance semble donc mieux garantie sur le papier. Oui, sur le papier, oui, non. Parce qu'en fait, moi, je trouve que le système reste assez hypocrite et ne met pas tout à fait le CSA à l'abri des pressions politiques. D'une part, parce que c'est toujours le président de la République qui nomme le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui lui-même a un pouvoir de nomination dans l'audiovisuel public. Or, qui est le président du CSA aujourd'hui? Eh bien, il a été nommé en janvier dernier par François Hollande, c'est Olivier Schramek, un homme de gauche. Il a été directeur de cabinet de Lionel Jospin quand il était à Matignon. Et puis deuxièmement, car dans chaque assemblée, ce sont en fait les présidents de l'Assemblée, du Sénat, qui nomment chacun 3 membres du CSA. Or, à l'heure où nous parlons, eh bien, ils sont tous socialistes. Barthelone à l'Assemblée, Jean-Pierre Bel ici au Sénat, et ils ont une majorité de gauche. Donc même si les nominations sont ensuite validées par les commissions de la culture de l'Assemblée et du Sénat, elles restent très politiques. Donc le CSA pourrait rester le faux nez du gouvernement. En tous les cas, le texte va être voté sans suspense par le Sénat. Est-ce qu'il y a des dispositions qui font encore débat parmi les amendements? Jusqu'au bout, il y a un amendement qui a fait l'objet de négociations assez tendues, c'est l'amendement LCI. Cet amendement donne la possibilité au CSA de faire passer une chaîne de la TNT payante à la TNT gratuite. Il faut se souvenir que TF1 à l'époque n'avait pas cru au lancement de la TNT gratuite, n'avait pas demandé de chaîne sur la TNT gratuite, et le groupe Bouygues s'en mord aujourd'hui les doigts, et sa chaîne Tout Info est largement distancée par les rivales de la TNT gratuite, BFM, iTélé, pour ne citer qu'elle. D'où le lobbying intense du groupe, pour revenir dans la course, jusqu'aux menaces même hier du président de TF1, Nance Paolini, qui a dit que si LCI ne passait pas dans les chaînes gratuites, eh bien il menacerait tout simplement de la fermer. Alors à l'Assemblée, un amendement favorable à LCI a été adopté, mais au Sénat, les concurrents de TF1 ont inspiré un amendement plus restrictif. LCI ne pourra passer sur la TNT gratuite que si elle ne bouleverse pas les équilibres des marchés publicitaires. Nuance, parce que de facto, l'arrivée de LCI sur la TNT gratuite va modifier cet équilibre fragile de la publicité. Il faut savoir que dans l'hémicycle, tout à l'heure, Aurélie Filippetti a donné son accord à cet amendement du Sénat. Donc rien n'est donc encore fait pour LCI. Merci. À suivre demain en séance. Complètement. Merci beaucoup, Perrine Tarnaud, pour votre analyse politique. Dans l'actualité, à quelques mois des élections municipales, eh bien, les partis se mettent en ordre de bataille, désignent leur tête de liste, renforcent leurs accords politiques et s'activent aussi sur les réseaux sociaux devenus des outils indispensables de communication. On en parle avec Caroline Deschamps. C'est la chronique nette d'info. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors à 6 mois des municipales, vous vous penchez ce soir sur la présence des élus sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Les maires gazo-utiles, Sonia, à l'approche des municipales. Vous le disiez, difficile pour les élus locaux de ne pas avoir d'existence numérique. La campagne sur le terrain s'accompagne bien évidemment d'une campagne sur le web.
car les candidats doivent être au four et au moulin. Et justement, une société spécialisée dans l'e-réputation vient de publier un baromètre qui analyse la présence sur le net des maires des 30 plus grandes villes de France. Résultat, 76% des maires sont présents sur les réseaux, mais il y a quand même 7 élus de grandes villes qui ne sont pas du tout connectés. À la première place du podium, Christian Estrosi, le bouillonnant député maire de Nice, n'hésite pas sur Twitter, on le sait, à jouer la provoque et à lancer des polémiques sur les questions nationales, comme sur les Roms par exemple. À la deuxième place, on trouve Alain Juppé, qui lui utilise Facebook et Twitter, mais plutôt pour relayer des infos locales sur la ville de Bordeaux, et son blog pour livrer là son regard sur la politique nationale. Même chose pour le numéro 3 du classement, Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon. Alors pour réaliser ce palmarès, 3 critères ont été retenus, l'exposition sur les réseaux, le niveau de participation des élus et la faculté à être relayé. Mais faiblesse, selon moi, l'étude ne précise pas si les élus rédigent eux-mêmes leurs tweets, voilà, ou si c'est leurs collaborateurs, et puis s'ils répondent véritablement, Sonia, à leur communauté. Alors vous avez parlé du sénateur Gérard Collomb, est-ce qu'il y a d'autres sénateurs qui sont connectés ? Eh bien oui, beaucoup possèdent un blog et une page Facebook et ils ne sont pas loin d'une centaine à être présents sur Twitter. Alors un chiffre qui tente à grossir depuis que le service de la communication du Sénat organise des formations Twitter à destination des sénateurs. Exemple, Philippe Marini, que vous allez recevoir tout à l'heure, qui était plutôt rétif au début à Twitter. Et bien maintenant, il se met à gazouiller. Les comptes les plus intéressants à suivre sont ceux, je dirais, qui ont l'attitude la plus sociale, c'est-à-dire donc les sénateurs qui tweetent eux-mêmes, interagissent avec les internautes et aussi sont capables d'une dose d'humour. Parmi les comptes à suivre, je vous recommanderai le compte du sénateur UMP Philippe Dallier, qui n'hésite pas à tweeter son patrimoine, on s'en souvient, on en avait parlé ici. Exactement. Celui de la PS Laurence Rossignol, qui manie le mot d'esprit avec brio et qui n'hésite pas à l'occasion à tacler ses collègues un peu trop macho à son goût. Il y a aussi Catherine Procassia, qui alors elle met un point d'honneur à répondre véritablement à l'ensemble des tweetos. Enfin, le très médiatique Jean-Vincent Placé, qui lui alterne coup de gueule et bons mots. Il va même jusqu'à poster ses photos de vacances sur le réseau, comme cet été, on le voit là, avec une belle pêche au bar. Donc Sonia, on connaissait les sénateurs chasseurs, il faudra maintenant compter sur les sénateurs pêcheurs. C'est ça, la magie du web. Merci beaucoup Caroline Deschamps et je vous dis à mardi prochain. Merci aussi Perrine, à très bientôt pour votre analyse politique. La suite du 22h et on va continuer à évoquer, on en a parlé, des municipales. À quelques mois de ces élections, bien de plus en plus d'élus de la majorité craignent un vote sanction. Les sujets polémiques et d'insatisfaction ne manquent pas. Au hit parade de la grogne, le chômage bien sûr, la fiscalité et plus récemment le travail du dimanche. Les retours du terrain font état d'un mécontentement grandissant. Alors comment les socialistes tentent d'y remédier? Qui va en profiter? Ce sont les thèmes de notre grand débat. Dans un instant, c'est juste après le tour de l'info qui est préparé ce soir par Sophie Normand. La reprise de l'activité sera progressive, mais la croissance du PIB devrait atteindre 2% en 2016 et 2017. Le gouvernement a publié aujourd'hui ses principales prévisions sur 3 ans, un document transmis à la Commission européenne. Un retour à une croissance soutenue donc, mais d'ici 2017. Dans ses dernières prévisions au printemps, Bercy l'attendait pourtant dès 2015. Le déficit structurel, lui, devrait se résorber en fin de quinquennat. Jean-Jacques Debat a-t-il fait payer à son administration ses contraventions routières? C'est ce que croit savoir Mediapart. Le site d'information dit avoir retracé une douzaine de PV attachés aux véhicules de fonction de ce préfet, soit près de 700 €, réglés par mandat. L'affaire pourrait passer inaperçue si l'homme n'était pas aussi directeur de l'agence, chargé du traitement des procès-verbaux justement. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête. Les boissons énergisantes ne sont pas à mettre entre toutes les mains, c'est le constat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. L'agence déconseille la consommation de ces boissons en association avec de l'alcool ou lors d'exercices physiques intenses. Les enfants, les adolescents et les femmes enceintes ou qui allaitent devraient aussi les éviter. Principal risque encouru, des problèmes cardiovasculaires liés notamment à leur forte teneur en caféine. Nous recommandons à ce qu'il y ait un encadrement des politiques de promotion de ce type de boissons pour éviter les ambiguïtés quant au rapport notamment
à l'exercice physique et sportif. Ils sont une vingtaine d'inspecteurs internationaux. Leur mission, lancer l'opération de démantèlement des armes chimiques en Syrie et faire ainsi appliquer la résolution de l'ONU. Arrivés aujourd'hui à Damas, ils ont 30 jours pour inspecter des sites de production et de stockage de ces armes. Le pays en posséderait plus de 1000 tonnes, réparties dans près de 45 sites. Le désarmement chimique est prévu d'ici à mi-2014. C'est l'une des opérations du genre les plus ambitieuses jamais tentées, la plus dangereuse aussi, alors que la Syrie s'enfonce chaque jour dans un conflit qui a fait plus de 110 000 morts en 30 mois. Quand la polémique sur les Roms rencontre celle sur le travail dominical, ça donne le dessin du jour, celui de Plantu dans Le Monde. Municipal, le spectre d'un vote sanction plane. Les élus de la majorité tirent la sonnette d'alarme, fiscalité, chômage, impôts et plus récemment le travail du dimanche. Les sujets polémiques et de mécontentement s'enchaînent. Le président de la République est au plus bas dans les sondages et sur le terrain, les parlementaires socialistes sont la cible de toutes les critiques. Alors comment le gouvernement cherche-t-il à y remédier ? Qui va en profiter? On en parle avec nos invités ce soir. Philippe Marini, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président UMP de la Commission des Finances au Sénat. Avec nous également François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste en charge des études d'opinion. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de l'Institut IFOP. Alors d'abord, François Calfon, est-ce que vous confirmez que l'heure est à l'inquiétude, si ce n'est à l'angoisse dans les rangs de la majorité, qui est la cible de toutes les critiques sur le terrain, dans les circonscriptions, sur les marchés? Vous savez, moi je suis un pessimiste actif, donc je suis extrêmement actif et je lutte contre mon pessimisme par l'action. Mais la question est, est-ce qu'on traverse une période difficile? La réponse est plutôt oui, hein, de toute évidence. Et notamment, et pas de langue de bois, hein, c'est pas mon habitude, notamment sur la question fiscale, bien plus que les autres, qui cristallisent quand même un certain nombre d'inquiétudes, notamment de ceux, en particulier de ceux qui sont rentrés dans l'impôt par le gel du barème dit Fillon qui a été prorogé une année de plus et qui voient finalement une forme de concurrence entre les revenus d'assistance de leurs voisins. Le croit-il ou est-ce sérieux? En tout cas, il le voit. Et le revenu du travail qui est raboté d'une certaine manière par l'effort fiscal. Alors on va parler en détail de tous ces sujets. Philippe Marini, de manière plus générale, les Français affichent leur mécontentement. Donc d'abord sur les sujets économiques et sociaux, chômage, pouvoir d'achat et fiscalité. Ils sont mécontents du gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contents de vous, hein, l'opposition. Vous savez, l'année prochaine, en 2014, il y a deux échéances, municipales puis européennes. Deux échéances très différentes. En ce qui concerne les municipales, certes, il y a des tendances politiques, mais il y a aussi des facteurs locaux. Pour gérer une ville, il faut une certaine crédibilité, il faut rassembler, avoir fait du travail, avoir un projet. Ce n'est pas exactement la projection de tendances politiques. Il y a un tronc commun, mais il y a aussi autre chose. Par contre, les européennes, à la proportionnelle, oui, dans de très grandes régions, oui, là, ce sera une photographie de l'opinion politique. Mais de là à prédire une vague bleue, on en est loin. Écoutez, en tout cas, je pense que nous sommes bien placés, si tout va bien, pour bénéficier de quelques succès au municipal. Et il faut, parce que j'ai un point commun avec M. Calfon, je suis également assez pessimiste de tempérament. C'est le club des pessimistes ce soir. Donc, à cet égard, je me reconnais volontiers, étape après étape. Les municipales d'abord, les européennes après, ce qui suppose évidemment, la Palisse l'aurait dit, d'avoir quelque chose à dire sur l'Europe, la conception de l'Europe, les transformations à apporter à l'Europe. Parce que l'Europe de Bruxelles d'aujourd'hui, ça, je crois qu'elle ne fait pas 10% des voix. Frédéric Dabi, je disais... C'est encore un point commun entre nous d'ailleurs. Hein. Oui, bon, on va parler de vos différences, c'est aussi un débat. En parlant de différences, vous inquiétez. Frédéric Dabi, je disais, spectre d'un vote sanction. Ce n'est pas tellement étonnant, il faut le rappeler, qu'un pouvoir en place soit sanctionné dans les élections intermédiaires, mais la question c'est dans quelle proportion il pourrait être sanctionné. Alors là, on peut dans vos sondages. Des enquêtes passées, on a quand même les ferments d'un vote sanction. On a un François Hollande majoritairement impopulaire, 76% de mécontents dans la dernière livraison du baromètre JDD. C'est le record absolu sous la 5e République, 23% de satisfaits. Prenons une comparaison intéressante pour la gauche
En septembre 82, 6 mois avant la vague bleue de mars 83, où seule Marseille, si je puis dire, comme grande ville, avait été sauvée par le Parti socialiste avec bien sûr Lille, on avait encore 42% de satisfaits de l'action de François Mitterrand. Dans une enquête plus récente, certes, comme le dit Philippe Marigny, une grande part, une majorité de Français nous disent, alors qu'ils ne sont pas encore vraiment entrés dans la campagne municipale, donc il faut être prudent, je me prononcerai avant tout sur des considérations locales. Il y en a quand même 26% qui disent aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas vraiment entrés en campagne électorale, je sanctionnerai la politique du gouvernement. Il y a un point de comparaison. En mars 2008, une enquête IFOP Le Monde, quelques jours avant une vague rose très nette aux élections municipales, il n'y avait que 21% des Français qui allaient vers un vote sanction. 6 mois avant l'élection, on est à 26%. Et quand on regarde les catégories qui sont les plus promptes à sanctionner le gouvernement, on trouve les catégories populaires les moins satisfaites de l'action du gouvernement et les habitants des grandes villes, les 1000 villes de plus de 20 000 habitants. Oui, bien sûr, il faut être prudent, mais on a quand même les ferments d'un vote sanction. Jean-Luc Gombault, le mécontentement est bien réel. Parfois, il s'agit d'une grogne, même si elle ne s'exprime pas dans la rue. Qu'est-ce qui est reproché au gouvernement? Est-ce que c'est le fond et la forme sur ces sujets délicats, économiques et sociaux, chômage, fiscalité et tout cela? Je crois que c'est les deux. Je crois que c'est les deux. Et c'est grave, alors, docteur. Je crois que c'est les deux. Les deux se tamponnent, s'ajoutent, etc. Je pense quand même que le point de départ est mauvais. Je parle pour la majorité. Le point de départ n'est effectivement pas bon, ce qui est évidemment quelque chose d'absolument déterminant. Mais les choses peuvent évoluer. Vous remarquez, par exemple, qu'au fur et à mesure qu'on avance vers les scrutins, les dossiers s'accumulent. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, rythme scolaire, qui concerne quand même les campagnes municipales, l'ouverture des magasins le dimanche, qui concerne également la campagne municipale, sur laquelle chacun devra se prononcer. Beaucoup à Paris aussi, oui. L'affaire des Roms, qui concerne également les questions. Ce sont des questions un peu nouvelles par rapport aux municipales précédentes, sur lesquelles chacun devra se déterminer, et ça ne sera facile, je crois, pour personne. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour personne, ça ne sera facile. Oui. Ensuite, vous avez... La perche est tendue, là, je vois que vous l'attrapez. Oui, ça sera... Et je termine en disant, après, vous avez la conjoncture. Bon, si la conjoncture économique... Oui, il y a un frémissement. Il y a un frémissement qui, à mon avis, est fragile, demande à être confirmé. Si M. Hollande réussit son affaire d'inversion de la courbe du chômage, c'est-à-dire dans leur esprit de baisse du nombre de chômage d'ici au municipal, c'est qu'il y a un élément quand même qui peut alors ça, c'est un point important. Évoluer. François Calvet, Philippe Marigny. Oui, non, mais plusieurs choses. Déjà, on a dit finalement quelle est la place pour les enjeux locaux. Moi, ce que je constate, c'est que même la place des enjeux locaux évolue dans le sondage qui a été publié par Frédéric Dabi et qui suit d'autres sondages, et quelque chose qui s'est complètement inversé. La question des finances locales, des impôts, qui, quelque part, parasite le débat national, à juste raison d'ailleurs. Pèse énormément sur les scrutins locaux. Avant, les maires, c'était des bâtisseurs. Alors, ils vous construisaient des cathédrales, des théâtres. Et maintenant, les gens ont compris que c'était avec leurs impôts. Donc là, typiquement, c'est un sujet qui va permettre de donner crédibilité au débat politique local. Le deuxième élément, on en a parlé, Philippe Marigny l'a dit, c'est la question, et c'est peut-être là où comparaison n'est pas raison, j'en suis désolé Frédéric Dabi, c'est la place du Front National et de l'exaspération. Vous l'avez dit, Sonia Mabrouk, bien sûr, il y a une défiance vis-à-vis du gouvernement, mais il n'y a pas d'appétence pour l'UMP. Et moi-même qui suis candidat à la mairie de Melun, quand je fais du porte-à-porte, on me parle énormément de Marine Le Pen, c'en est inquiétant d'ailleurs, on me parle très peu de l'UMP pour la critiquer. Et je pense que, puisqu'on construit les scrutins les uns après les autres, il y a les municipales, vous avez raison, les européennes, là où je suis moi-même sceptique et qu'il faudra vraiment construire, c'est la possibilité d'un scrutin qui n'est pas simplement une photographie de l'opinion, mais un défouloir, et à ce moment-là, on sait très bien que c'est les plus énervés qui vont voter, je pense, au Front National. Alors, vous savez, vous connaissez un peu que cette formation politique, je ne la cite jamais. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas, mais je considère que je n'ai pas à faire sa promotion. Certes, mais voilà. On en parle, bon. On est dans le débat, oui. Maintenant, qu'il y ait des désillusions majeures, en particulier du côté gauche de l'électorat, dans ce qu'on a pu appeler une certaine époque le peuple de gauche, je crois que nous pouvons tous le constater, car ils ont cru à des choses qui ne se font pas. Et
quelque part, c'est rassurant, puisque cela montre que dans le domaine politique, on ne peut pas dire, sans risquer d'être sanctionné, n'importe quoi. On ne peut pas avoir une ligne économique et fiscale qui se contredit tous les 3 mois. Alors, la sanction, elle est naturelle. Mais nous ne sommes pas encore dans la période où l'opposition parlementaire peut construire une crédibilité. Qu'est-ce qu'on attend? Peut construire une crédibilité parce que nous sommes beaucoup trop loin des échéances nationales et que les cartes ne sont pas distribuées. Par contre, je me permets de le redire, pour les élections européennes, je fais partie de ceux qui souhaitent une ligne euro-réaliste. L'Europe, oui, a sans doute besoin d'un vrai changement de ces règles du jeu. Et il y a beaucoup de révélateurs de cela, que ce soit dans le domaine des finances publiques, la politique économique, de la réduction de notre dépendance à l'emprunt, mais aussi dans le domaine de l'ordre public, de la libre circulation. Et c'est la question des Roms qui nous éclate à la figure. Et qui concerne beaucoup les Français, ce sont des enjeux locaux. On a parlé de différents sujets polémiques, on va continuer à en parler. Mais d'abord, on va regarder ce reportage de Mounir Soussi sur l'un des sujets polémiques. C'est le débat sur le travail du dimanche. Le gouvernement temporise et confie une mission à l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly. Mais la majorité se divise sur le sujet. Et la question, vous allez le voir, suscite des réactions vives et tranchées auprès des salariés. Regardez. Un dimanche comme les autres pour cette employée. Comme 60 de ses collègues, elle a travaillé malgré l'interdiction d'ouverture de 9 magasins de son enseigne de bricolage en Ile-de-France prononcée par la justice. Avec d'autres employés, elle fait partie d'un collectif qui fait pression contre cette décision. On ne comprend pas. On ne comprend pas, on n'arrête pas d'interpeller le gouvernement sur cette loi qui est complètement injuste, puisque les jardineries et l'ameublement ont le droit d'ouvrir, et pas nous. Donc on a le droit d'acheter son meuble, mais on n'a pas le droit d'acheter le tournevis pour le monter. Hein, c'est juste pour le ramener à la maison et on attend le lundi, pendant qu'on travaille pour monter ses meubles. À l'entrée, les salariés font signer une pétition à des clients réceptifs, ravis de faire leurs achats ce jour-là. Les soutiens parce que on les comprend, s'ils gagnent un peu plus et qu'ils sont volontaires, tant mieux. Et puis nous, ça nous permet de terminer nos achats tranquillement, voilà. Je trouve que c'est très bien, surtout en ce moment où c'est une période où il y a du chômage. Je trouve véritable effectivement que la justice interdise aux salariés de pouvoir travailler le dimanche, surtout s'ils sont volontaires. Ok, je te remercie. Volontaire depuis plus de 10 ans et son premier job étudiant dans l'entreprise, Sandy a évolué dans la hiérarchie mais reste attachée à son rythme décalé. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants et le dimanche, l'ouverture du dimanche me permet d'avoir des jours de repos en semaine. L'aspect financier est aussi central. Chaque dimanche est payé 120 € et permet de recruter des étudiants. Un argument bien mis en avant par la direction. Si on était amené à fermer le dimanche, on perdrait quand même entre 18 et 20% du chiffre d'affaires. C'est quand même pas négligeable. Au-delà des répercussions sur les comptes du groupe, la fermeture dominicale aura un impact sur le quotidien des employés qui ont choisi cet emploi du temps. Je vais avoir de la perte de salaire, ce qui est assez important. Je vais être obligée de venir travailler des jours où sur la route c'est assez horrible parce que le mardi ou le jeudi sur la route il y a un monde pas possible. Donc tout ça, ça va être un peu problématique pour moi. Son planning est aujourd'hui entre les mains de la justice et surtout du gouvernement. Le Premier ministre a confié une mission à Paul Bailly pour clarifier la situation. Pour maintenir la pression, demain, le collectif ira manifester dans le quartier de Matignon. Voilà pour ce reportage des volontaires en colère. Frédéric Dabiy, est-ce que c'est l'exemple de sujet de débat parce qu'il a trait à l'emploi, au chômage? Est-ce qu'il peut avoir un impact sur le scrutin? Je dirais oui, puisque pour continuer sur ce que François Calfon a dit, il y a vraiment une nationalisation des enjeux pour les élections municipales. Certes, il y a une municipalisation des enjeux nationaux, Rome, travail le dimanche, mais il y a vraiment les principaux sujets de mécontentement à l'égard de François Hollande. Un peu sécurité, énormément fiscalité et emploi qui s'invitent dans la campagne municipale. Mais la crise s'immisce et contamine, si je puis dire, le local. Et je partage ce qui vient d'être dit sur la nature, le changement de la nature des attentes vis-à-vis du maire. Pendant très longtemps, c'était certes le maire bâtisseur. On l'attendait sur les sujets classiques, les sujets traditionnels d'une ville, l'animation, la politique sociale, le logement. Maintenant, on est énormément sur l'emploi dans l'enquête IFOP JDD quand on interroge. Alors bien sûr, il faut être prudent, on est bien sûr à 6 mois du ventre. Sur l'enjeu majeur qui va déterminer son vote, arrive en tête
la fiscalité, et juste derrière, l'emploi et le développement économique, d'où cet impact sur le national, d'où l'importance de la promesse et la capacité à rendre crédible, parce que même s'il y arrive, il y aura un problème peut-être de crédibilité, d'inverser la courbe du chômage. Quant au travail, le dimanche, ce qu'on peut dire en étant très prudent, que c'est un sujet qui divise énormément l'opinion. Il y a un petit clivage gauche-droite, mais n'oublions pas que ce sont des députés de droite qui ont fait reculer Nicolas Sarkozy en 2008, au moment de sa loi, une droite catholique et sociale. Vraiment, oui. La responsabilité du leader d'un territoire, c'est de promouvoir l'emploi. Ça, c'est tout à fait clair. C'est pas d'aujourd'hui. Parce que pour promouvoir l'emploi, aménager des zones d'activité, il faut une certaine capacité d'anticipation et d'organisation de l'espace. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Bon, moi, je vais me représenter l'année prochaine. Une des choses que je dirais, c'est sur les zones d'activité de mon agglomération, il y avait 4000 emplois en 2007, il y en a 5500 aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des suppressions par ailleurs, des créations par ailleurs, mais il y a un outil de mesure et je crois que nous sommes là pour ça, promouvoir l'emploi. Pour moi, c'est simplement une chose. Il y a d'abord le problème politique global. C'est très curieux parce que cette loi qu'applique aujourd'hui la justice a été votée par l'ancienne majorité. Je suis certain que si on interroge les gens, tout le monde dit oui, bah, si le magasin n'ouvre pas, c'est à cause de l'équipe actuellement au pouvoir. Alors que il y a la justice ne fait qu'appliquer une loi existante qui a été votée, je crois, en 2010. Deuxième point, sur tous les sujets divisent les Français. C'est ça qui me frappe. Regardez, aujourd'hui, on nous parle du RSA jeune, qui est destiné aux populations les plus pauvres. Il y a plein de gens qui ne trouvent pas ça normal. C'est-à-dire que la gauche... Ça va renvoyer à ce que disait, si je puis me permettre, à ce que disait Frédéric Dabi. C'est-à-dire qu'on est passé de maires, d'enjeux locaux et de demandes politiques par rapport à de la dépense publique, on est passé maintenant à une rationalisation quelque part de la dépense publique. Et tout ce qui est aide sociale, avant le maire c'était le bouclier social. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le Parti Socialiste a raflé autant de collectivités, puisque plus la crise était dure, plus on demandait à des acteurs locaux, finalement, de les protéger de la crise. Sur la question du travail du dimanche, moi, je pense qu'il faut que, responsables politiques, nous regardions l'ensemble des effets de cela. Moi, bien sûr, je vais faire comme beaucoup de Français, mes courses le dimanche, et j'en suis très heureux. Mais quand je vais dans les quartiers et que je vois des familles monoparentales, avec des mères qui n'arrivent plus, finalement, à faire œuvre d'autorité parce que les pères sont partis. Certes, il y a les souvent, plus fragiles, mais je vais au bout, je vais au bout parce que... Mais d'accord, mais Sonia Mabrouk, je vais au moins au bout de cette phrase, parce que ça me paraît important. On dit il faut que l'autorité revienne dans les quartiers. On dit il ne faut plus qu'il y ait des jeunes qui tiennent les murs. Et de quoi s'aperçoit-on? Que les femmes sont en horaire décalé dans la grande distribution, qu'aucun effort n'est fait. Alors si on dit la règle générale, eh bien c'est l'ouverture du commerce tous les jours. J'entendais l'évêque Potvin ce matin qui disait, non mais moi je le dis, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez fort. L'évêque Potvin qui disait, bah, finalement, le repos dominical, lui il est attaché à la religion catholique, mais la pause dans la semaine, hein, la pause pour ne pas vendre, la pause pour réfléchir, la pause pour la famille, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez abordé l'aspect religieux sur ce même plateau? La veille, c'était l'abbé de la Morandais qui était plutôt ouvert et plutôt souple sur le travail du dimanche. L'Église est même divisée sur ce sujet. Sur ces sujets-là, il faut agir avec une certaine prudence. Quant aux effets sur le commerce de centre-ville, puisque vous avez parlé de vos créations d'emplois et zones d'activité. Moi, je ne veux pas tuer le commerce de centre-ville. Il a un rôle d'aménagement du territoire. Aucun maire de ville-centre ne veut tuer son commerce. Hein. Ça me paraît... C'est un jeu de vase communicant quand même. assez évident. Et ça me conduit à dire que le débat actuel, je le trouve très francilien. Et que, en province, dans une agglomération de 75 000 habitants, même s'il y a des grandes surfaces périphériques, on raisonne un peu différemment. On raisonne en termes d'équilibre. Certes, ce sont les mêmes consommateurs qui iront ici et là, mais il faut veiller à ce que les activités marchent de pair et se développent d'un côté comme de l'autre. Il faut gérer son potentiel. Le potentiel d'achat est loin d'être illimité. Bien entendu, tout ce qui peut être fait pour assouplir le système est plutôt bien. Personnellement, la loi Mallier, les 5 dimanches par an, moi, pour une agglomération de province de 75 000 habitants, ça me convient parfaitement bien. Que l'opposition est divisée sur ce sujet aussi. Mais sans doute, mais non, vous m'interrogez, je vous réponds en fonction d'une situation concrète que je connais. Ceci dit, la loi Mallier, elle permet au préfet de faire des exceptions, et de faire des exceptions plus larges qu'on en a fait. Donc il serait... À la demande, mais quand on est dans une région urbaine, une espèce
espèce de conurbation, alors quel est le maire qui va demander, qui est légitime pour ça, alors que le bassin de population est beaucoup plus considérable, oui, il peut y avoir une évolution. À mon avis, les responsabilités en la matière doivent devenir davantage intercommunales que purement communales, et le gouvernement pourrait donner instruction au préfet d'élargir les exceptions. Voilà une proposition qui lui est faite ce soir. Il y a un point très juste qui vient d'être dit. Le principal clivage sur cette question du travail le dimanche, ce n'est pas un clivage politique, même si il y a une différence gauche-droite. Les sympathisants de droite sont plus favorables que la moyenne que ceux de gauche, mais un clivage géographique. Ce sont surtout les habitants de l'agglomération parisienne et des plus grandes agglomérations, qui sont des grandes métropoles, qui sont les plus favorables au travail le dimanche. Il y a aussi, quand on interroge les gens, une différence de statut. Je parle en tant que citoyen consommateur, je vais être plus favorable au travail le dimanche. En tant que salarié, alors ce sont des données IFOP de 2008-2009, je dirais que l'urgence, le pouvoir d'achat n'était pas aussi importante que maintenant. Il y avait beaucoup plus de réticence à travailler le dimanche, quand bien même les questions rappelaient qu'on était, la plupart du temps, mieux payé le dimanche qu'en semaine. On a quand même différentes facettes et une question extrêmement complexe. Au-delà de ce débat, on a parlé des sujets de mécontentement. François Calfon, est-ce que François Hollande est au contact de cette réalité du terrain ou trop loin en son château pour se rendre réellement compte de ce mécontentement? Mais je voulais quand même rebondir. Mais répondez là-dessus. Ah bah écoutez, il y a Selon toujours... vous, parce que vous l'interpellez, vous faites non, partie mais d'une Hollande, gauche qui il a un contact, on l'a vu avec les agriculteurs, il a un contact quand même assez naturel, une empathie qui est très forte. Maintenant, est-ce qu'il y a une écoute? Je vais vous répondre, Sonia Mabrouk. Maintenant, est-ce qu'il y a une forme d'isolement dans ce qui est convenu d'appeler une monarchie républicaine? Tout à fait certainement. Et on fait partie de ceux élus que nous sommes, parfois turbulents, il s'en plaint parfois, à leur rappeler un certain nombre de réalités. Je voulais quand même réagir à un propos que Jean-Louis Gombault a tenu tout à l'heure. Il y a une forme d'exaspération générale dans le pays. On parle des Roms, exaspération générale, y compris à gauche. Enfin, c'est invraisemblable. Ça prend des proportions. À qui le dites-vous? Mais c'est moi qui vous le dis. Ça prend des proportions qui sont détestables et une tonalité détestable. On parle du travail le dimanche. Exaspération. Je pense qu'on est dans un climat, alors pas prévalent, mais absolument à fleur de peau, et qui traduit à la fois une perte d'autorité et surtout une perte de repères qui est massive dans la société. Et l'un des enjeux des municipales, on en parlait sur les européennes, sur la maîtrise de notre destin face à Bruxelles. L'un des enjeux des municipales, et c'est là que les édiles gagneront ou perdront, c'est cette capacité à redonner du repère à l'échelon local. Là-dessus, vous serez d'accord, Philippe Marini, sans doute? Oui, enfin... on est encore dans le domaine des généralités. Or, nos concitoyens, ils demandent du concret. Ils demandent aux maires d'être proches d'eux. Alors, ils ont des attentes, c'est tout à fait vrai, qui peuvent être contradictoires. Voilà. Payer moins, mais avoir peut-être un peu plus. Moins de fonctionnaires municipaux, mais une rue qui soit absolument impeccable, n'est-ce pas, et un beau fleurissement, etc., etc. Ce qui demande au maire, à mon avis, c'est d'unifier, de rassembler, de faire en sorte que chaque citoyen ait le droit de citer, quelle que soit son origine, quelle que soit son histoire. Ceci me paraît vraiment essentiel. Ce qu'on demande, me semble-t-il, c'est... On est très loin du pain au chocolat de Jean-François Copé. Mais alors. Écoutez, il s'agissait d'une campagne interne à une formation politique, c'était pas une élection municipale. On a un parti politique qui ne cesse d'opposer les Français entre eux. Maintenant, chers collègues, si vous allez à Meaux, je pense que je suis Seine-et-Marnais. Vous êtes Seine-et-Marnais, ça vous arrive. Eh bien, je pense que vous ne portez pas le même jugement sur Jean-François Copé comme maire de Meaux et président de l'agglomération. Il est parfois mieux comme maire de Meaux que comme leader national à attiser les haines comme il l'a fait. En tant que maire, il rassemble, il unifie. Reste que l'échéance de 2014 est encore loin. Vous l'avez rappelé, le climat peut avoir changé dans 6 mois. On ne sait jamais. Tout à fait, ça a été dit par Jean-Louis Gombault. Et il y a quand même, alors bien sûr, il y a eu le bug SFR, mais je crois qu'on ne peut pas imputer au Parti socialiste le bug SFR sur le comptage du chômage. Il y a quand même un frémissement. Oui, vous voyez le verre à moitié plein, c'est normal. Et une réalité depuis 4 mois de baisse du chômage des jeunes. Alors on va me dire, oui, mais c'est les emplois aidés. Mais ralentissement de la hausse. Mais quand on est jeune et qu'on reprend un contrat de travail plutôt qu'être dans la désespérance ou qu'on est les parents de ces jeunes, on est quand même plutôt content. À droite comme à gauche. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission Politique preuve par 3. L'invité, c'est le patron des sénateurs socialistes, François Rebsamen. Belle soirée. À demain, avec plaisir.